Bonjour, avec vous, Bouchard Axel Magicien. Aujourd'hui, on va parler d'un livre, Notre joie de François Bigoudot. Elle est avec moi, ça me fait plaisir. Je vais donner un petit résumé rapidement pour le livre, et après quelques questions. Le livre est divisé en deux parties. Il y a une partie en fait, qui se complète, elles ne sont pas indépendantes. C'est un ensemble de dialogues. La première partie en fait, est se lit comme un roman. Je peux dire ça ou pas? Ah oui. Il se lit comme un roman. Il y a des personnages, il y a un fil conducteur, il y a un flashback, parce qu'à un moment il y a l'identitaire M à la fin, en fait, on l'a oublié dans la première partie, mais à un moment c'est comme dans un film en fait. Il revient. Après il revient en fait. Il y a des suspens, parce qu'à la fin on découvre le M. Un petit peu, ouais. Enfin on découvre un aspect de vie important. C'est un film, donc c'est un film et un roman. Hein, là. Dans la première partie, en fait, le livre démontre qu'il y a un glissement en fait de la question de l'identité. Ça veut dire que la question identitaire n'est plus le monopole de l'extrême droite, mais en fait, il a glissé vers dans la bourgeoisie autoritaire, hein. Donc la droite, même la gauche, hein. Rappelez-vous Valls là, qui a dit dans un marché, mais il a oublié qu'il y avait les caméras qui étaient là, il a oublié, il a dit mettez-moi un peu de blanc. Maintenant les questions, j'ai là c'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Ok. Voilà, j'ai pas fait d'erreur. La question, donc l'identitaire, la question numéro 1, l'identitaire n'aime pas parler du capitalisme, ni du capital, c'est trop social pour lui, je reprends vos mots, hein. Il n'aime pas parler de sa famille. La boussole identitaire ne reconnaît pas les rôles sociaux. Il est probable que l'identitaire aime les films controversés comme Joker. Ma question, en fait, qui est deux questions. Donc, quel est le candidat idéal de votre identitaire M? D'abord, je pense que M, à mon avis, ne vote pas, premièrement. Il fait plutôt partie de la frange un peu rebelle de la droite identitaire, de la droite nationaliste. À mon avis, il ne vote pas. Mais s'il votait, je pense que oui, il voterait. Alors, c'est compliqué, j'ai pas envie de me mettre à sa place. Il pourrait voter Zemmour, mais il est quand même un peu antisémite. Donc problème, Zemmour juif. Deuxièmement, il a quand même quelques bases sociales un peu qui lui viennent de Soral. Et on sait bien que Zemmour, c'est quand même le candidat de la grande bourgeoisie. Donc je suis pas sûr que M il irait vers Zemmour. S'il lui reste encore un tout petit peu de jugeote, quoi. Donc plus Marine à la rigueur, même si je pense qu'il doit la trouver trop modérée. Mais bon, en fait, je pense que fondamentalement, il s'en fout. Ils s'en fichent, ouais, d'accord. Deuxième question, peut-on dire que, parce que là vous parlez de Joker, hein, vous l'avez consacré presque je crois que 2 pages, hein. Donc quand on aime le Joker, est-ce que c'est parce qu'il c'est un personnage plus fascinant qu'effrayant? En fait, il y a une forme d'identification. Chacun de nous peut devenir un Joker. Ça veut dire il suffit d'une journée où il y a beaucoup de problèmes et qu'il y a ce qu'on appelle la goutte d'eau qui fait des barres, et après on dit c'est un peu le rôle c'est un peu le film, hein, le Joker. Est-ce que c'est un peu ça aussi? Oui, je pense que, hélas, beaucoup de gens peuvent s'identifier au Joker maintenant, tel qu'il a été dépeint dans ce film. Parce que pour moi, Joker incarne magnifiquement ce que j'appelle les colères de téléspectateurs. D'ailleurs, c'est une colère de téléspectateur qu'il a, parce qu'il est en permanence devant sa télé, et son grand but, c'est quand même d'aller se faire inviter dans une émission qu'il déteste pour pouvoir flinguer le présentateur. Et je pense qu'effectivement, la télévision, et maintenant les écrans en général, évidemment Internet beaucoup plus, créent des gens qui sont tout seuls chez eux, qui regardent des trucs qu'ils détestent, qui regardent des gens qu'ils détestent à la télé ou dans des vidéos de clash, et qui comme ça ruminent leur colère, leur rage, leur haine, et c'est une espèce de colère qui tourne en boucle, qui n'a aucun intérêt politique, qui n'a aucun débouché politique. Et c'est vrai que ce qu'on voit à la fin de Joker, à savoir l'émeute que certains gens de gauche distraits ont pris pour une émeute vraiment politique, et les gens de gauche sont parfois distraits. Non, c'est typiquement une émeute, je dirais, fascisante. Pourquoi? Parce que elle n'a pas d'objet vraiment, elle n'a pas de projet politique, elle n'a pas de désir, elle n'affirme rien. C'est une révolution. Elle ne sait dire qu'une seule chose, c'est Kill the Rich. Ce qui est un programme, bon, à la rigueur, dans mes moments d'énervement, je pourrais y adhérer, mais dans mes moments plus calmes, je pense que c'est pas un programme politique, quoi. C'est juste un programme pulsionnel, de revanche épidermique. On ne fait pas de la grande politique avec des revanches épidermiques. Donc tous les gens qui pensent que Joker est un grand film politique de gauche l'ont mal regardé ou alors ont mal compris ce que pourrait être un vrai projet politique. Page 32, vous dites que Laurent Alexandre est l'héritier du darwinisme social. Donc, et en fait, j'ouvre les guillemets, l'inégalité des sorts, au pluriel, sociaux, découle d'une sélection juste et naturelle.
trait d'union indexé sur le QI. Donc, question, Laurent Alexandre, Elon Musk qui prend donc la méritocratie, l'intelligence artificielle, sont-ils un danger ou une crainte pour l'être humain? Bon, je pense que Laurent Alexandre lui-même est un danger pour personne, si ce n'est pour son propre cerveau. Par contre, Elon Musk, il a du pouvoir, contrairement à Laurent Alexandre, qui n'est pas grand-chose. Quoique, à son échelle, finalement, il est peut-être influent. Après, moi, de savoir s'ils ont du pouvoir ou du danger ou pas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ils pensent. Et à travers ces figures-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de bien montrer, ce qu'on ne rappelle pas assez, c'est que le capitalisme en lui-même est violent. Il n'a pas des déviances qui le rendent violent. Il est par essence violent. Il est violent dès le départ. Et que le libéralisme repose sur la concurrence de tous contre tous. Et que le meilleur gagne. Et que le moins bon se retrouve dans la rue ou dans un état de précarité où il n'y aura plus qu'à avoir de la compassion pour lui. Donc, je pense qu'il faut... Souvent on oppose le camp libéral et le camp autoritaire. Vous l'appelez libéral. Moi je l'appelle libéral autoritaire parce que ce que je voulais faire dans cette première partie, c'était de montrer à quel point il y a une continuité en fait entre en gros le libéralisme et le camp autoritaire. Pour moi c'est à peu près le même bloc que j'appelle le bloc bourgeois. Et que donc, par exemple, pour le dire en des termes plus simples actuellement, il y a une continuité entre Zemmour et Macron. Et d'ailleurs, Zemmour, le peu de programme économique qu'il a pour l'instant formulé, c'est un programme libéral. C'est un programme du MEDEF. Comme Macron. Et c'est bien ça qu'il faut dire. La stratégie de la responsabilité des citoyens est-elle une arme efficace? Si le pauvre obèse, comme il a des coulisses, voilà, donc vous voyez un peu la blague là. Si le pauvre obèse, et surtout c'est un arabe aussi, ça va, voilà. Si le pauvre obèse est comme ça, ce n'est pas le problème des marchés, c'est sa faute. S'il y a un chômage, ce n'est pas à cause du marché, mais c'est à cause du chômeur. Si les hôpitaux sont pleins à 100% et qu'il n'y a pas de place pour les patients atteints du Covid, la saturation ne vient pas de la fermeture de plus de 5700 lits d'hospitalisation en 2020, mais à cause du non-respect des restrictions sanitaires. En général, les libéraux, ils mettent en avant la responsabilité individuelle, hein, ils sont vachement là-dedans. Donc il faut aller au bout. Je pense que pour eux, les malheureux dans une société sont toujours fautifs de leur malheur. Donc quand vous étiez malheureux au Maroc, c'est à cause de vous. Voilà, par exemple. Et les visions libérales. D'ailleurs, oui, la version coloniale de ça, ou post-coloniale de ça, c'est de dire que si l'Afrique est dans la merde, c'est de sa faute. Ça n'a rien à voir avec le passif colonial et le fait que depuis des siècles et des siècles, en gros, les pays occidentaux se servent allègrement et pillent allègrement les matières premières ou les richesses africaines. C'est parce que les Africains eux-mêmes ne savent pas s'organiser. D'où cette phrase qui a fait grand bruit en France il y a une dizaine d'années dans la bouche de Sarkozy, mais c'était un discours d'Henri Guénaud, le fameux homme africain qui n'est pas rentré dans l'histoire. C'était quand même une façon de dire, ils sont pas rentrés dans l'histoire, c'est-à-dire en gros, c'est comme s'il disait c'est les enfants. Si en gros la chronologie historique était la chronologie d'une vie humaine, eh bien ce qu'était en train de nous dire Henri Guénaud, un gaulliste libéral, pléonasme, c'était que l'Afrique elle était dans l'enfance. Nous les Européens, civilisation avancée, nous sommes à l'âge adulte. C'est pas les croisades, hein, ça n'a rien à voir avec c'est pas une forme de croisade. Non, en l'occurrence, je parle de représentation mentale de la droite française. La droite française pense fondamentalement que les Africains sont des enfants. Ah ouais, d'accord. C'est ça qu'il faut dire. Vraiment, fondamentalement, c'est ce qu'ils croient. Page 124 de votre livre, vous parlez de la désobéissance civile. Et ma question, est-ce que la désobéissance civile est-elle compatible avec la démocratie? Alors non seulement elle est compatible avec la démocratie, mais comme je le faisais dire à un personnage dans un film que j'ai écrit l'an dernier, enfin il y a 2 ans, la désobéissance civile, c'est la démocratie. Il n'y a pas de démocratie hors de la désobéissance civile. À chaque fois qu'il y a... La démocratie, c'est toujours... Vous avez l'ordre des choses, l'état des choses. Il y a démocratie à partir du moment où des gens disent on n'est pas d'accord. Mais puisqu'ils ne sont pas d'accord avec l'état des choses, il va falloir qu'ils fassent un coup de force pour pouvoir faire entendre leur voix. Mais et donc illégal, il va falloir la loi, ils vont rentrer dans l'illégalité pour faire valoir une autre loi. Mais comme par exemple Rosa Parks est rentrée dans l'illégalité. Vous en parlez dans le livre. Ouais. Il était illégal pour elle de s'asseoir dans ce bus. Ouais. Elle est entrée dans l'illégalité pour faire valoir qu'il serait beaucoup plus juste que les Noirs aient accès au bus. Et donc la loi a été rectifiée. Puisque en gros, ce que considèrent les désobéissants civiles, c'est que la loi est injuste.
Et donc à ce titre-là, quand une loi est injuste, il faut ne pas la respecter. Il faut rentrer dans l'illégalité. Ça, c'est l'histoire de tous les progrès sociaux. C'est l'histoire de tous les progrès sociaux. Voilà. C'est tout. Vous savez, quand des ouvriers occupent une usine, ils n'ont pas le droit de le faire. Parce qu'ils piétinent un droit sacré dans le droit public qui est le droit de la propriété. Ils n'ont pas le droit de le faire. Mais c'est comme ça qu'ils font valoir une avancée, enfin qu'ils vont essayer d'obtenir des avancées sociales. Il y a quelques années avec le McDo, là, celui qui a, par exemple, a joué, là, parce qu'il a la malbouffe. Les McDonald's, voilà, des gens qui sont allés faucher des champs où on expérimentait des OGM, ils sont entrés dans l'illégalité. Et puis 2, 3, 4 ans, 5 ans plus tard, eh bien, la France puis l'Europe, ils ont interdit les OGM. Donc heureusement que ces gens ont été désobéissants. Les plus grands progrès dans l'histoire de l'humanité, les plus grands progrès sociétaux, moraux, se sont faits par désobéissance. Ouais. Maintenant, donc, vous voulez être des démocrates, soyez désobéissants. Oui, merci. Après, donc, la page 160, hein, la théorie de Mélenchon. En fait, la théorie de Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Donc il a théorisé un truc qui s'appelle, voilà, j'ouvre les guillemets, hein, Mélenchon a raison de dire que certains fâchés ne sont pas fachos. En revanche, 100% des fachos sont fâchés. Et vous les avez comptés apparemment. Ce que vous avez mis dans le livre. Après, en fait, c'est bien dit, je trouve que c'est une bonne formule. Donc la loi de séparatisme est une loi d'exception. Je vais un petit peu développer. Il y a, ce qu'on remarque, il y a une inflation de mots, hein, il y a un tsunami de mots, hein, il y a, pour créer la confusion, il y a islamisme, islam radical, islamisme politique. On ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas de qui on parle. Je fais référence à 2001, Daniel Pipes, un Américain de l'extrême droite, il a dit « Tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais tous les terroristes sont musulmans ». En septembre 2021, Éric Zemmour a dit la même chose. Ouais. Voilà, donc, et comme tous les terroristes sont des musulmans, qui est une erreur, hein, si on voit l'attentat de Bayonne, ouais. Vous voyez, donc l'attentat de Bayonne, ouais. L'attentat des terroristes donc Churchill de Nouvelle-Zélande. En fait, et quand les musulmans disent « Oui, mais les musulmans c'est pas l'islam politique », le gouvernement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Oui, mais l'islam, c'est la porte d'entrée à l'islam politique ». Et du coup, il justifiait. J'ai bien suivi le débat qui a lieu en France depuis 30 ans, donc je suis bien au courant des termes du débat. Voilà. Mais justement, moi je pense que, comment dire, on a affaire à du racisme. Ce racisme est très largement émis par la bourgeoisie. Voilà. Et qui donc dit n'importe quoi, voilà, qui décline son racisme sur tous les plateaux de télé et aux tribunes de meeting, et qui a maintenant à peu près 3-4 candidats dans l'élection présidentielle qui relaient ces choses-là, 3-4 au bas mot. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Pas ce que vous venez de faire, parce que là vous venez de répondre. C'est devant un truc aussi débile que il y a une continuité entre l'islam et l'islam politique, et entre l'islam politique et le terrorisme, ce sont des crétineries. Ce sont des crétineries en plus, par ailleurs extrêmement toxiques, d'accord? On ne répond pas à une crétinerie. Il y a deux manières de répondre à ça. Il y a se foutre de sa gueule, faire des sketchs. Dire que ces gens, non pas sont des méchants, mais c'est-à-dire avoir une attitude d'humour par rapport à ça. Et surtout rappeler que ces gens-là sont des guignols. Moi, c'est ce que je dis un peu dans mon livre aussi. Fondamentalement, c'est des charlots. Fondamentalement, ce sont des enfants qui sont dans des espèces de fantasmagories, des espèces de fables pour enfants. Voilà. Donc il ne faut pas les prendre au sérieux, parce que les prendre au sérieux, c'est déjà rentrer dans leur jeu. Ou alors, une autre réponse, c'est évidemment de ne pas répondre à ces arguments qui ne sont pas des arguments, qui sont des crachats. On ne répond pas à un crachat. Alors moi, j'aimerais, et je sais bien qu'il ne suffit pas de claquer dans les doigts pour ça, hein, moi je rêve d'un grand mouvement où que les gens des quartiers populaires issus de l'immigration, et par exemple de l'immigration coloniale, enfin, des pays coloniaux ou ex-coloniaux, fassent acte de présence. Dans les manifs, par exemple. C'est tout. Je leur demande pas de lancer un grand mouvement machin. Oui, non, mais faire acte de présence pour dire on est là, c'est là qu'on habite, on vous emmerde. Vous le dites dans votre livre, vers la fin, vous le dites. Hein. Faire acte de présence. Là, je veux dire, parce que si on commence à aller débattre sur les réseaux sociaux avec des racistes, avec des fachos, ça n'aura jamais de fin. Et ça leur profite en plus, parce que les fachos, ils adorent ça. Les débats de merde, ils adorent ça. Ils adorent ça. Et c'est un débat de merde de réfléchir pendant 2 heures pour savoir si tous les Arabes sont des terroristes. Je veux dire, mais rien que de rentrer dans ce débat, c'est valider une crétinerie. Il ne faut pas rentrer dans ce débat, que ce soit sur Facebook, sur Snapchat ou sur un plateau de télé. Vous le dites dans votre livre avec Camus, là. Il dit que, par exemple, il y a un grand remplacement. Oui. Vous dites, en fait, ça ne sert à rien de donner des chiffres, vous démontrez que, par exemple, le Père Noël existe. Tout à fait. Vous dites, Harry Potter n'existe pas. Voici les détails, voici des chiffres. Un monsieur comme Renaud Camus, il a une espèce de fixette anti-arabe, il est raciste, pour des raisons comme sans doute épidermiques qui viennent de sa biographie.
c'est une espèce de pathologie, on ne répond pas à une pathologie. Soit on la soigne, soit on passe son chemin. Et encore une fois, pourquoi pas l'humour? Pourquoi pas l'humour? Parce qu'encore une fois... Yacine Bellatar, ça lui a posé des problèmes. Hein. Non mais parce qu'il l'a mal fait. Et puis d'ailleurs, Yacine Bellatar a qu'à être moins confus lui-même. Et s'il était moins confus lui-même, peut-être qu'il produirait des énoncés plus clairs et plus irréprochables. Parce que moi je n'oublie pas que c'est un macronien. Bon. Un macronien, oui, c'est vrai. Oui, mais il a quand même claqué la porte, mais je ne sais pas pourquoi. Il a dit que, ouais, il a claqué la porte à Macron. Je pense que c'est un monsieur qui gagnerait à clarifier ses positions politiques. Ouais. Vous dites page 218, vous dites la première victime de l'immigration, voilà, il n'y a pas de suspense, hein, c'est l'immigré. Donc on peut dire que la première victime du terrorisme, c'est le musulman. On parle de 80% dans le monde. Bien sûr. Ça, voilà une bonne chose à rappeler. Hein, que, bien sûr que les épisodes terroristes en France, qui ont eu lieu essentiellement en 2015-2016, un peu avant, un peu après, sont évidemment pas négligeables d'un point de vue dramatique pour ceux qui les ont vécus, bien sûr. Et on est bien placé dans cette avenue pour savoir qu'on a été assez proche des choses. Bon, bref. Mais si on prend un peu de recul, l'ensemble des épisodes terroristes français sont vraiment de quantité mais infime par rapport à l'ensemble du fait terroriste mondial qui effectivement touche à 98-19% des gens des pays pauvres, des gens des pays du Sud qui se trouvent être pour la plupart des musulmans. Voilà. Mais moi je préfère dire que c'est quand même plutôt dans les pays défavorisés, les pays qui sont plutôt moins bien lotis que le nôtre, que le terrorisme sévit en flux continu depuis une trentaine d'années, peut-être 40, peut-être un peu moins. Donc de ce point de vue-là, ouais, c'est ça. Voilà une bonne chose à rappeler. Ouais. Ça, ouais. Une question qui n'a rien à voir avec votre livre, peut-être, oui, mais que pensez-vous des pronoms neutres et inclusifs IL? Non, je m'en fous, c'est pas... Ouais, voilà, je le dis, hein, je vous ai prévenu que c'était avec les non-binaires, etc. Maintenant, c'est pas une identité, ça? Non, mais en plus, vous savez, moi, je pense qu'une des choses qui a mis dedans, qui a relégué le camp social dans les marges du jeu politique, le wokisme, c'est que la bourgeoisie très droitière, la bourgeoisie un peu moins droitière, ces éditorialistes nous ont imposé ce que j'appelle dans le livre des débats de merde. Oui, c'est vrai, des débats de merde. Alors ce débat-là, qui pourrait être intéressant d'un certain point de vue, hein, d'ailleurs moi l'écriture inclusive, j'y suis plutôt favorable fondamentalement, je trouve que c'est intéressant. Et ce débat, de toute façon, s'avance sur la place publique comme un débat de merde qui est fait pour qu'on s'y embourbe et pour qu'on y perde du temps. Et surtout, on ne parle pas des questions qui sont les plus urgentes, qui sont des questions sociales urgentes ou des questions parmi celles qu'on a par exemple abordées. Donc je pense qu'actuellement, l'hygiène mentale, l'hygiène intellectuelle et l'hygiène politique voudraient qu'on refuse ce genre de débat. Peut-être avant-dernière question, il y a deux questions. Vous clarifiez la bataille de Valmy, vous clarifiez aussi la commune. Que pensez-vous de la récupération par les identitaires des personnages Charles Martel? Est-ce qu'il a évité un grand remplacement à la Camus? Là, je pense qu'on est dans un jeu de cours de récré. Des identitaires ont décidé de se déguiser en Charles Martel. Comme quoi, moi, quand j'étais gamin, je me déguisais en cow-boy, puis des fois, je me déguisais en soldat anglais, ou je me déguisais en Zorro. Bon, des fois, ils prennent la panoplie de Charles Martel, dont ils savent à peu près rien. Il y en a même parfois qui pensent que la commune est un mouvement identitaire et patriotique. Bon, ces gens-là s'amusent. Encore une fois, ce sont des grands enfants qui sont dans leur chambre à coucher, leur chambre d'adolescent. Et ils jouent avec quelques mythes historiques comme ça. Des fois c'est Napoléon, des fois c'est Jeanne d'Arc, des fois c'est Charles Martel. Ne les prenons pas au sérieux. Ce sont des guignols. Je ne le dirai jamais assez. Un dernier mot. Ce qu'on peut faire pour le monde, pas grand-chose. Voilà, je crois que... Non, il faut peut-être partir du principe simple que le monde est rempli d'horreur et qu'il sera toujours rempli d'horreur. Toujours. Quand vous mourrez, quand je mourrai, nous aurons vu continuellement les horreurs se déchaîner. Bon. Alors, donc on ne peut pas changer ça. On ne va pas éradiquer l'horreur du monde. Par contre, on peut cultiver sa propre joie. Et cultiver son intelligence, sa santé, son sens de la fraternité, cultiver ses amitiés. Voilà. Et pas tomber dans la crétinerie des adversaires. Voilà. Pas tomber dans les guignolades des adversaires. Rester les débats de merde. Voilà. Montre-leur qu'on est au-dessus de ça, qu'on vaut bien mieux que ces débats de merde. Merci beaucoup. So.